Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Baobab Audiovisuel. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un grand homme. Mais pour vous rendre compte un peu de la dimension intellectuelle de ce grand monsieur, que vous allez découvrir bientôt, vous me permettrez de lire un peu son parcours. Mais c'est un parcours résumé, parce que sinon nous étions sur une centaine de pages. Voilà, pour voir un peu, nous rendre compte un peu de l'immensité de son carnet d'adresses et aussi de tout ce qu'il a fait en matière de tourisme. Il s'appelle Mohamed tout simplement Fawzedem. Alors, Mohamed Fawzedem est expert senior en tourisme, conférencier, chercheur. Il est aussi écrivain. Mohamed Fawzedem est enseignant dans les universités. Je dis bien dans les universités. Décoré héros mondial du tourisme et chevalier de l'ordre national du mérite du Sénégal, ambassadeur du tourisme au Conseil africain du tourisme et ancien conseiller technique de plusieurs ministères du tourisme au Sénégal. Il est lauréat du prix international Leading in Progressive Tourism Policy, c'est comme ça, Award, en Botswana, sélectionné plusieurs fois parmi les 100 personnalités du tourisme mondial. Alors là, ça m'intéresse. Monsieur Dem, bonsoir. Bonsoir, cher ami Pape, comment allez-vous? Mais vous devez être immensément riche à entendre tout ce parcours vous concernant. Oui, intellectuellement. Oui, intellectuellement. Intellectuellement. Et matériellement. Et relationnellement également, hein, parce que la seule richesse qui ne tarit jamais, oui, c'est le savoir et les relations humaines. J'en ai dans les 4 coins du monde. Ah. Voilà. Et vous avez fait combien de pays? Oh là là. Si je reste à les citer, j'ai fait tous les continents, d'abord. Vous savez, tourisme veut dire déjà voyager, bouger. Ça c'est vrai. Voilà. J'ai commencé très jeune parce que j'ai fait mes études en Égypte. Et dans les options que j'ai fait en tourisme, en hôtellerie, en transport aérien et en gestion aéroportière, ça m'a fait découvrir beaucoup d'autres pays. Et à l'époque où je faisais également mes études en Égypte, nous concilions la formation à l'école, mais également sur le terrain, puisque je faisais tourisme. Donc, j'ai fait un peu de guidage. J'ai reçu des sommités américains qui venaient visiter Luxor, Assouan, les pyramides de Gizeh, etc. Donc, je me suis très tôt jeté dans l'action, dans la recherche et tout ça. Et donc, j'ai beaucoup voyagé. Alors, vous avez tantôt évoqué l'Égypte par 2 ou 3 fois à l'entame de vos propos. Cela veut dire que l'Égypte donc fait partie des berceaux en fait du tourisme mondial, ou bien ou tout simplement c'est un pays qui s'est développé en matière de tourisme. Du tout. L'Égypte est un grand pays touristique. C'est un pays également qui regorge de beaucoup de sites de patrimoine, de sites historiques. Et l'Égypte ancienne également a été le champ de bataille dans l'histoire que nous avons appris, bien sûr, à l'école, au lycée et tout ça. L'Égypte est un grand pays, est un pays également qui a beaucoup contribué à l'essor du Moyen-Orient, toutes les guerres qu'elle a menées avec le peuple israélien. Voilà, donc vraiment, l'Égypte est une terre de culture, est une terre
de savoir, parce que la première université islamique du monde érigée en Égypte, c'est l'université d'El Azhar. Et j'ai eu le privilège également de faire des études en théologie et droit islamique à l'université d'El Azhar. Mais effectivement, moi, je suis d'une famille maraboutique. Ah bon? Mon grand-père Ahmad Dem est très connu du Sénégal. Ah, je vois le côté relationnel. Mais en apparence, vous le manifestez pas, ça ne s'affiche pas en vous, cet aspect, cet aspect religieux. Cet aspect religieux, cette spiritualité, j'allais dire. Oui, parce que j'ai compris... Vous êtes un peu taquin sur le bord. Oui, j'ai compris très tôt la relation intrinsèque entre l'individu et Dieu, ne concernant que lui et Dieu. D'accord. Et donc, je n'ai pas besoin de l'exprimer autrement que de l'adorer et de le faire de la manière la plus discrète. La plus discrète, c'est vrai. Ouais. Alors maintenant, en disant tout à l'heure le parcours de M. Dem, je me suis rendu compte que vous êtes un écrivain. Vous avez beaucoup écrit? Oui, par la grâce de Dieu, oui. J'ai 4 ouvrages. Mon premier ouvrage a été publié en 2008. C'était sur le tourisme, un ouvrage de 280 pages qui parle de l'éclairage du tourisme sénégalais. Ça en est suivi un deuxième intitulé Les pièges, le tourisme sénégalais piégé de 1960 à nos jours. Mais qu'est-ce que vous entendez du tourisme sénégalais piégé? Cela veut dire quoi? Oui, le tourisme sénégalais piégé parce que il a servi d'escalier, ou en tout cas il a servi à certains Sénégalais, au gouvernement sénégalais, de s'enrichir d'une manière que je dirais inégale, et que l'objectif du tourisme, c'est d'abord de réorganiser les territoires, de faire en sorte que les populations locales puissent être des ambassadeurs de leurs propres produits, mais également faire la promotion de leur culture. Nous sommes en Afrique et nous avons une diversité culturelle, des ethnies de tous bords, et donc le tourisme est un vecteur à la fois d'intégrateur social, mais qui permet de développer les territoires à travers des activités économiques pour lesquelles la chaîne de valeur occupe une grande importance, parce que il s'adosse sur des jeunes et des femmes. Alors qu'au Sénégal particulièrement, la majorité de la population est une population jeune, composée d'abord de femmes. Les femmes sont en majorité dans le pays, et les jeunes également sont majoritaires. Donc je ne vois pas pourquoi l'État du Sénégal n'a pas fait une priorité le tourisme, dans la mesure où l'aménagement du territoire participe également à une bonne gouvernance et à une répartition équitable des ressources. Oui, mais ce que vous dites est très important. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement du nouveau gouvernement, en tout cas de l'équipe gouvernementale qui vient de se mettre en place, est-ce que le ministère en charge du tourisme est conscient de ce fait, c'est-à-dire de savoir que le tourisme aujourd'hui est un vecteur de cohésion, voilà, de cohésion et d'intégration sociale au niveau africain et au niveau mondial aussi, mais que c'est un secteur qui rapporte énormément en termes de ressources. Tout à fait. Vous savez, si nous regardons autour de nous, oui. Nous allons nous rendre compte que le tourisme est la première industrie au monde. Elle est plus dynamique que le pétrole, plus important que le pétrole, plus important que l'armement, plus important que le nucléaire. Parce que tout ça, on ne dirait pas. Absolument, c'est parce que les gens ne réfléchissent pas ou ça ne les intéresse pas. Je vous donne le cas de l'Arabie Saoudite, je vous donne le cas
des États-Unis, de la France et de l'Espagne. Oui. L'Arabie Saoudite est une terre qui a beaucoup de ressources naturelles, le pétrole, le gaz, etc. Oui. Mais malgré ça, ils ont investi plusieurs milliards, centaines de milliards de dollars dans le pour façonner le pays, alors qu'au-delà de ce tourisme de loisirs et de découverte et de patrimoine, ils ont le tourisme religieux. Voilà, justement, c'est là où je voulais en venir. Malgré le tourisme religieux, c'est cet aspect-là qui a... Bon, c'est l'aspect, à mon avis, le plus en vue aujourd'hui au niveau de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'Arabie Saoudite. Hein, il y a le pèlerinage, il y a la Umrah, il y a également beaucoup d'autres sortes de découvertes qui sont liées à la foi musulmane. Mais ils ont privilégié aujourd'hui le tourisme de loisirs et le tourisme de découverte. Et c'est à l'image de Dubaï. Ils ont vu comment Dubaï, en 2 décennies, s'est développé avec une image véritablement surdimensionnée, oui. Qui a une économie à 2 points. Dubaï, aujourd'hui... moi, je me rappelle, la première fois que j'ai été à Dubaï, c'était en 89-90. C'était un désert. Il n'y avait rien du tout. Mais c'est ça, c'est ce que tout le monde dit aujourd'hui. Tout le monde rue sur Dubaï. Voilà. Et tout cela, ce sont les conséquences du développement du tourisme. Parce que le tourisme est dans tout. Et tout est dans le tourisme. Déjà, ils se rendent par curiosité pour voir un peu comment un pays, une contrée qui à l'époque était réputée comme désertique aujourd'hui, devient une sorte de fleuron de développement au niveau mondial. Parce que tout le monde parle de Dubaï aujourd'hui. Voilà, sachant que pour certains, c'est peut-être une contrée fondamentalement religieuse. Est-ce que c'est cet aspect religion-là qui attire les gens vers Dubaï, ou bien c'est d'autres aspects économiques? Non, c'est pas... Dubaï n'a pas un fondement religieux. Évidemment, tout le golfe arabe sont liés par le mariage, ils ont des liens de sang, c'est des cousins et des cousines, bien évidemment. Mais la particularité de Dubaï, ce n'est pas le tourisme religieux, mais c'est le tourisme d'affaires. Parce qu'effectivement, le tourisme a plusieurs facettes. Nous avons le tourisme religieux, nous avons le tourisme d'affaires, nous avons le tourisme sportif, nous avons le tourisme médical, nous avons le tourisme de culturel, nous avons le tourisme culturel et culturel également. Et culturel aussi. Voilà. Et à l'image de Touba, par exemple, Tivaouane, Yazan. Voilà, tout à fait. Donc, toutes ces facettes du tourisme permettent de développer également une économie solidaire. Parce que chaque type d'activité correspond à une économie qui lui est tout à fait propre et qui permet justement de développer d'autres activités connexes tout autour. Parce que dès que vous parlez de tourisme, vous parlez de déplacement. Et quand vous parlez de déplacement, vous parlez d'infrastructure, vous parlez d'hôtels, vous parlez de restauration, vous parlez de loisirs, vous parlez d'activités culturelles, de découvertes, etc., etc. Donc, c'est vraiment une activité qui aujourd'hui, si vous regardez dans le monde, les statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme montrent que le niveau d'absorption du chômage par le tourisme est 10 fois supérieur que le niveau d'absorption du chômage par rapport à l'économie du pétrole ou à l'armement ou à l'or, ou etc., etc. Et évidemment, le tourisme également permet de capter des flux, comment on appelle ça encore, il permet de capter des flux financiers importants parce que c'est de gros investissements. Et il y a également un conflit, si je puis l'exprimer ainsi, au niveau de la gouvernance, parce que le tourisme a besoin d'espace. Absolument. Il a besoin d'eau. Il a besoin d'énergie. Et toutes ces caractéristiques également sont recherchées par l'élevage, sont recherchées par l'agriculture. L'agriculture a besoin également d'espace
pour cultiver. L'élevage également a besoin d'espace pour faire circuler les animaux, mais ils ont également besoin d'eau pour boire et pour faire tout ce dont ils ont besoin. Mais justement, ce conflit économique devrait amener les spécialistes à réfléchir sur un modèle qui permet justement au tourisme d'intégrer justement les autres facteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de créer une économie locale beaucoup plus favorable aux habitants et aux populations. Ok, d'accord. Alors, moi je voudrais... bon, toujours on va rester dans le livre, parce que moi je suis un passionné des livres. Hein. Tout à fait. Ce qui fait que il m'a semblé découvrir quelques pages de poésie dans ta bibliographie. Vous écrivez, vous faites de la poésie, vous rêvez. Vous avez des moments d'évasion poétique. Hein? Évidemment. Quand on aime la lecture, cela va de soi. Et puis, comme je vous ai dit tantôt, mon grand-père, Ahmad Dem, fut un grand écrivain. Il a beaucoup écrit dans l'islam. Et donc, j'ai commencé mes écrits par de la poésie. Et j'ai un ouvrage qui a été édité en 2012, si j'ai bonne mémoire, oui, 2012, par l'édition Les Nègres International. Ah oui, de Charlie Elie Moreau. Voilà. Et puis, j'ai également édité un autre ouvrage, L'écriture et la parole. L'écriture et la parole. C'est toujours dans la poésie. C'est toujours dans la poésie. C'est pour faire le relationnel entre l'art oratoire et l'art, l'écriture contemporaine, parce qu'aujourd'hui, quand nous jetons un regard sur le passé, nous nous rendons compte que les contes et les histoires qui étaient racontées dans le temps par nos grands-parents ne le sont plus aujourd'hui dans les familles modernes ou dans quoi dans les... Oui, ils ne le sont plus. C'est à l'époque des parents... Où le soir, on faisait des contes autour du feu. Voilà. Alors, nous nous souvenons d'ailleurs que nous avions à l'époque essayé d'animer une rubrique dans une des radios à l'époque, s'appelle Contes autour du feu ou Crépuscule. Tout à fait. Donc, je pense que ça a tendance... c'est un phénomène qui a tendance à disparaître, mais je crois savoir que les jeunes sont aujourd'hui en train de redonner encore âme et corps à ce phénomène-là, dans la mesure où ils le transposent autrement à travers ce qu'on appelle le hip-hop ou bien tout simplement le slam, la poésie. Tout à fait. Donc c'est ça. Il y en a qui d'ailleurs à partir des contes font des slams extraordinaires. De plus en plus d'ailleurs. Bon, je pense que c'est le monde qui bouge. En bougeant, il remporte des choses, il transforme des choses. Voilà, et c'est ça. Alors, moi je voudrais m'arrêter sur une petite phrase qui m'a marqué. Quand j'ai lu le parcours de M. Dem. M. Dem est héros mondial du tourisme. Alors, moi j'aimerais bien savoir qui a fait de vous héros mondial du tourisme. Oui, vous savez, dans le monde du tourisme, de façon générale et dans toutes les activités économiques grande envergure, il y a des organisations internationales. Absolument. L'Organisation internationale du tourisme, qui est une organisation qui regroupe plus de 140 pays dans le monde, mais uniquement les États et les gouvernements. Et à côté, il y a ce qu'on appelle le World Travel Tourism Network, qui est différent de l'Organisation mondiale du tourisme, le World Travel Tourism, qui regroupe également à peu près 158 États. Mais dans cette organisation internationale du tourisme et du voyage, il n'y a que des entreprises, des chercheurs, des professeurs,
et des consultants. Voilà. Et c'est à travers des conférences, des contributions, des éditions, ce que je viens de vous dire. Je suis à ma 2e édition d'ouvrage. J'ai écrit un premier livre de 280 pages intitulé L'éclairage du tourisme sénégalais, et un second de 300 et quelques pages. Ah oui? Ah oui, de 300 et quelques pages avec des images vraiment. Surtout, ce qui a le plus charmé l'opinion internationale, c'est à la fois, c'est un livre didactique, mais aussi qui présente le Sénégal profond, qui parle du Sénégal profond et qui explique justement comment on a raté le tourisme traditionnel en suivant tout simplement l'ordre ou la commande du touriste européen ou de l'étranger. Alors qu'on aurait pu justement valoriser nos propres produits, en faire des produits de luxe. Nous nous sommes laissés traîner, emportés par les Européens, et ils nous ont imposé leur modèle de tourisme en faisant de ce modèle le luxe. Mais qui est la faute? Mais les gouvernants. Aux gouvernants, donc ils ont laissé faire. C'est-à-dire, si je comprends bien le raisonnement, c'est qu'en fait, jusque-là, l'intention, le sens de revenir à la culture de l'impérialisme, et c'est encore là, non? Tout à fait. Moi, c'est ce courage-là, d'ailleurs, hein, c'est ce courage de dénoncer. Il faut dénoncer. Voilà, c'est ce courage d'avoir dénoncé. Il faut déjà, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Voilà, voilà. Je pense que c'est une expression courante aujourd'hui. Justement, les lanceurs d'alerte, c'est pas forcément des gens, comme pensent certains, des gens négatifs. Au contraire, ils prévoient des choses. Justement, ils anticipent, en fait. C'est une façon d'anticiper sur des effets, voilà, qui peuvent être néfastes, en tout cas positifs, néfastes surtout pour, voilà, pour les populations, et dire aux gens, écoutez, si vous faites ça, il est clair que nous allons échapper à une vague de terreur qui va tomber sur nous. Si on laisse passer, etc., voilà ce que cela fait. Donc, je pense qu'il faut des gens comme ça pour en parler. Maintenant, avoir tout ce background, tout ce que vous avez comme carnet d'adresse au niveau international, je vois que Monsieur Dème s'est toujours contenté, à mon avis, d'être un simple fonctionnaire de l'État, du ministère du Tourisme, conseiller technique et autres. Moi, j'aurais peut-être aspiré, ou bien en tout cas moi, si j'avais à proposer, justement, j'aurais demandé au gouvernement, au président de la République, justement, de mettre M. Fawzi Dème à la tête, justement, du ministère du Tourisme, ou je ne sais pas moi comment on peut l'appeler, parce que vous en avez en tout cas la carrure, vous en avez l'intellect, hein, vous en avez la carapace, hein, et vous connaissez le monde, vous avez traversé combien de fois la planète pour aller de pays en pays, vous avez donné des conférences à droite, à gauche, vous avez été dans les universités, faire des... Hein, vous êtes héros mondial du tourisme, et par 2 ou 3 fois, justement, reconnu par les plus grandes organisations mondiales aujourd'hui. Alors, comment se fait-il que M. Dème se terre, ou en tout cas, s'était terré avant sa retraite? Mais je pense qu'on n'est jamais à la retraite. D'ailleurs, si on a un background intellectuel, on n'est jamais à la retraite. Puisqu'aujourd'hui, à mon avis, le ministère du Tourisme, et ça je le dis devant la nation, et j'ai peut-être interpellé Monsieur le Premier ministre et le ministre du Tourisme, que le Sénégal se doit d'être fier aujourd'hui d'avoir
un grand monsieur comme Mohamed Fawzudem, qui a représenté le Sénégal dans les plus hautes instances du tourisme mondial, qui a remporté beaucoup de trophées et qui est consulté, par ces mêmes organisations justement pour redresser les affaires en termes de tourisme. Tout à fait. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui vous en êtes là? Est-ce votre place là? Mais je vous réponds de la façon la plus simple et banale. Oui. Nul n'est prophète chez soi. Ça, c'est un premier élément. Oui, ça on le dit. Voilà. L'autre élément, c'est que M. Mohamed Fawzudem ne fait pas de politique. Ah ben attends. Monsieur Mohamed... Mais justement, c'est ce qu'il faut. À mon avis, je pense que le gouvernement d'aujourd'hui ne s'est pas focalisé sur cet élément politicien. C'est-à-dire que fondamentalement, il faut mettre des politiciens à tel ou tel autre poste, ce que certains ne méritent pas, à la place d'autres qui en ont justement l'envergure. Je pense que ceci, à entendre le discours du président, je peux me tromper, ou entendre le discours de monsieur le Premier ministre, il ne se focalise pas sur la carapace politique de l'individu pour le nommer à certains postes. Il regarde le parcours, la trajectoire, justement, de l'individu pour lui confier tel ou tel autre poste, telle autre direction. Moi, je pense que dans tous les pays du monde, en tout cas, ceux que nous connaissons, en tout cas au niveau de l'Europe ou des États-Unis, etc., c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas, justement, comme on dit chez nous, cède politiciens. Il faut que nous cèdions les deux. Il faut que nous baillons, je le dis en Wolof, nous baillons ñi nga xamanteni seen xam-xam match na ci yenn métier parce que loolu lañu jàng loolu lañu xam loolu lañu dund et que ils peuvent porter notre pays très loin. Et c'est très gentil. Tu as fait un plaidoyer et je te remercie vraiment pour ce cri de cœur, si on peut l'appeler ainsi. De toutes les façons, ce que j'ai remarqué, c'est que je ne passe pas inaperçu. Ce que j'ai remarqué également, c'est que personne ne doute de mes compétences, mais également Google, ce que je dis souvent aux gens, Google est là pour vous dresser le portrait de Mohamed Fawzudem. Absolument. Et malheureusement, au Sénégal, comme je le dis souvent, si vous ne faites pas de la politique, vous n'êtes pas intégré. L'autre élément également, c'est que si vous ne faites pas de la politique, vous n'êtes pas intégré. Ça, c'est au Sénégal, vous avez dit. Mais je doute fort que ce soit la perception du gouvernement actuel. Je peux le croire. Je peux le croire. Oui, évidemment. Il suffit tout simplement de vous présenter avec un CV et de dire voilà, je veux j'aspire à tel poste, à tel... Je vous dis, cher ami, le ministre me connaît, il m'a reçu. Le président de la République, M. Diomaye Diakhar Faye, on s'est parlé de vive voix au téléphone. Ah oui? Il a reçu le mémorandum parce que n'oublie pas que je dirige un collectif de 350 membres, le collectif. Et vous avez parlé à Diomaye? J'ai parlé directement à Diomaye le lendemain de sa prestation de serment. Ok. Et je lui. Et c'est lui qui vous a appelé ou bien non, je l'ai appelé. Okay, je l'ai appelé parce que j'avais son contact avant et on parlait avant qu'il n'aille en prison. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de prendre Fawzi aux côtés du président de la République en tant que conseiller spécial de monsieur le président de la République, conseiller touristique dans le tourisme? Mais bien évidemment, Macky Sall avait deux conseillers qui étaient en charge du tourisme, bien entendu, et qui étaient à la présidence qui l'accompagnaient. Moi, je suis presque certain d'une chose. Si le président a entendu le cri de cœur
le mien, tellement. Et le connaissant très réceptif, voilà. Le Premier ministre également, qui est d'une rigueur, nous lui avons écrit, extrême. Nous lui avons écrit, nous lui avons envoyé un exemplaire du mémorandum, nous lui avons envoyé le courrier, l'accusé de réception du courrier que nous avons envoyé au président de la République, M. Diomaye Diakhar Faye. Nous lui avons fait une copie de la lettre que nous avons envoyée à monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Donc nous avons envoyé un courrier et nous avons joint notre mémorandum au ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Nous avons pris l'accusé de réception plus la lettre d'accusé de réception du président de la République. Ces deux courriers, nous les avons pris et nous les avons adressés au Premier ministre, M. Ousmane Sonko, en lui disant: nous avons saisi le président de la République, nous avons saisi M. le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, voici les documents que nous leur avons présentés, envoyés, et le collectif Parlons Tourisme entend jouer sa partition dans le secteur du tourisme, puisque nous sommes un groupement de 350 experts, des personnes vraiment très outillés, qui ont une expertise à la fois de pratique et universitaire. Et donc nous avons notre place et nous avons notre mot à dire dans ce secteur. Et alors il n'a pas réagi. Jusqu'à présent, on n'a pas de retour. Bon, peut-être certainement qu'il va réagir. Moi je pense que c'est peut-être le moment où il faut justement dans un très proche avenir, dans les prochains jours, dans les prochains mois, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, organiser ce qu'on appelle les assises nationales du tourisme. Oui, je vais faire une confidence. Quand nous avons été reçus par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, nous lui avons proposé, dans notre mémorandum, il est question d'organiser les assises tous les ans. Et il nous avait demandé de préparer les... Est-ce que nous pouvons lui préparer les termes de référence? Nous nous sommes engagés et au bout d'une semaine, nous avons fait les termes de référence que nous avons envoyés également au ministre du Tourisme et de l'Artisanat, mais c'est resté lettre morte. Bon, oui, c'est resté lettre morte. Moi, j'ai espoir quand même que le soleil va se lever. Absolument, absolument, j'ai gros espoir que ça va se faire. Moi, ce que je dis aux Sénégalais, c'est peut-être d'être patient, parce que quelquefois, on est un peu trop pressé. Ça il faut le dire. Le gouvernement n'a pas encore fait 100 jours. C'est pour ça que je ne me suis pas encore exprimé. Le gouvernement n'a pas encore fait 100 jours. Il faut leur donner au moins ces 3 mois. Et ils vont faire un petit recul pour voir ce qu'ils ont fait pendant ces 3 mois-là, parce que les Sénégalais attendent aussi. Justement, et ils sont conscients de cela. C'est la raison pour laquelle l'histoire de ces assises du tourisme, je pense que cela aurait fait du bien, en tout cas, au ministre du Tourisme et de l'Artisanat, aurait fait du bien au président et au Premier ministre, sans compter maintenant... Au-delà des assises, bien entendu, matériellement, on n'a pas le temps d'organiser les assises, parce que d'ici à ce que le Premier ministre fasse sa déclaration de politique générale, nous avons proposé à M. le ministre d'organiser un atelier avec le secteur privé, les professionnels, les étudiants, de façon à pouvoir recueillir à la base, n'est-ce pas, toutes les informations, les doléances et les recommandations, pour pouvoir les remonter sous forme de propositions, et donc les insérer dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ce qui n'a pas été fait. Oui, c'est important, puisque apparemment le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale, mais il ne peut pas faire sa déclaration de politique de la vie. Voilà. Ce soit de la culture, secteur de la culture, secteur auquel moi je suis fondamentalement mouillé, des cheveux aux ongles. Tout à fait. Mais justement, vous parlez de culture. La culture ne peut pas partir sans le tourisme, mais également le tourisme ne peut pas partir sans la culture. Alors c'est un peu dommage d'ailleurs, il faudrait que je le dise puisque c'est l'occasion. Il y a 3 ans, en tout cas ça va faire bientôt 3 ans ou un peu plus,
c'était le magistère du ministère de la Culture, c'était Ablaye Diop, pour ne pas le citer, avec qui nous avons organisé ce qu'on appelle organiser un séminaire de 3 jours, c'était au Lac Rose, pour parler, pour voir un peu, pour trouver un plan stratégique du développement du théâtre, le secteur que je connais mieux que quiconque, voilà, en tout cas, que je connais très bien, que je maîtrise, voilà, pour avoir appris. Alors, à l'issue de ces 3 jours de réflexion intense, avec des sommités théâtrales de ce pays-là, on nous fait comprendre qu'il faut une petite équipe, notamment pour, à partir de ça, faire des termes de référence comme chez vous, et avoir créer un plan stratégique de développement, voilà, avec tout ce que cela requiert comme technicité. Alors, et ça a été fait, hein. Ça a été fait. Tout à fait. Il y a des ponts, et ça a été fait, on a remis, ça a été remis justement. Le ministre Ablaye Diop l'a pas reçu parce qu'après il était parti. Il est parti, d'accord. C'est à l'issue quand il est venu qu'il a été remis. On lui a remis le dossier. Tout à fait. Et jusqu'à ce qu'il soit parti. Alors, comme chez vous, c'est encore resté lettre morte. Mais nous espérons que, puisque les écrits ne s'effacent jamais, les écrits sont des mémoires. Absolument. C'est pour cela que j'écris. Ils ne s'effacent jamais. Alors, je pense que le ministre actuel, Madame le ministre de la Jeunesse, la Culture et des Sports, et notre très cher ami Bakary Sarr, que je connais très bien, je pense qu'ils vont tout faire pour redéployer cela. Absolument. Pour l'intérêt non seulement des artistes et des hommes de culture de ce pays-là, mais également pour notre pays, puisque la culture et le tourisme, ils vont de pair, ils vont ensemble. Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas parler de tourisme sans culture. Jamais, et on ne peut pas parler de culture sans tourisme. Absolument. Donc il y a des interactions entre les deux secteurs, mais du point de vue de la relation intrinsèque, il y a des produits dits culturels. Tout à fait. Et donc l'agenda culturel du Sénégal doit, disons, avoir une correspondance avec les activités touristiques, de façon à ce que lorsque un touriste arrive, que durant son séjour, qu'il puisse au moins bénéficier de 2 ou 3 agendas sur le plan culturel. D'accord, d'accord. Monsieur Dem, il nous reste peu de temps maintenant. Alors, moi je voudrais poser une dernière question. Oui. C'est, depuis l'avènement du président Senghor à aujourd'hui, sous quel magistère, justement, le Sénégal peut se glorifier d'avoir été au top du tourisme? C'est-à-dire, d'avoir, justement, dit, grâce au tourisme, que le Sénégal a acquis des points immenses au niveau mondial, que le Sénégal, justement, a été hissé au même titre que les pays qui se réclament aujourd'hui comme des pays héros en termes de tourisme. Voilà. Donc, sous quel magistère? Est-ce sous le magistère de Senghor, ou sous le magistère de Abdou Diouf, de Abdoulaye Wade, de Macky Sall, etc. Bon, il faut me dire, puisque vous êtes dedans, oui, vous savez, quelle est la politique, quelle politique avec ces présidents qui sont passés, hein, quel président a eu justement l'audace de porter haut le tourisme national au niveau mondial? Vous savez, nous pouvons dire que le président Léopold Sédar Senghor a balisé le terrain et il a mis la culture en avant, et c'est à partir de la culture justement qu'il a lancé les bases du tourisme culturel, et avec le premier festival des arts nègres, les salons du livre, etc., avec beaucoup de manifestations culturelles dont a besoin le touriste, n'est-ce pas? Parce que le touriste ne vient pas juste pour dormir, manger et s'enfermer dans 4 murs. Donc il faut des activités culturelles.
Donc le président Léopold Sédar Senghor a travaillé sur le contenu, a travaillé sur le format, mais ce n'était pas suffisant parce que les infrastructures n'étaient pas à la dimension des attentes. Le président Abdoulaye Wade a apporté un coup de froid. Un coup de froid, vous avez dit. Oui, ça veut dire quoi, un coup de froid? Un coup de froid parce que un président de la République qui dit publiquement qu'il ne croit pas au tourisme. Ah bon, il l'a dit? Oui, il a dit. Mais sur quel plateau? Mais partout dans les archives, on le retrouve. Hein. C'est à la fin de son magistère qui s'est ressaisi en disant « Je me suis trompé, je ne savais pas que le tourisme était si important. » Ah oui, c'est ça. Quelque part, il avait raison. Non, moi, quelque part, il avait raison. J'étais d'accord avec le chef de l'État, Abdoulaye Wade, parce que tout simplement, c'est un économiste. Oui. Il a regardé du côté des statistiques et des retombées économiques. Oui. Les hôtels appartenaient aux étrangers. Ah. Les investissements sont faits par les étrangers. Le gouvernement du Sénégal apporte des exonérations. Le gouvernement du Sénégal octroie des terres, mais tout ceci, n'est-ce pas, les bénéfices, ou en tout cas les retombées, retournent en Europe parce que le tourisme sénégalais à l'époque était entre les mains d'investisseurs. Donc il dit, je ne veux pas développer un secteur où le secteur privé national sénégalais est minoritaire. Il a raison. De ce point de vue, on est d'accord. Mais c'est lui également, sans le savoir, qui a lancé les bases du développement touristique. Parce que le tourisme a besoin d'infrastructures. Il a fait des routes, il a fait des ponts, il a aménagé des terres, il a fait construire des hôtels. Et justement, quand le président Macky Sall est venu, eh bien, il a amélioré avec des outils de gouvernance, avec le crédit hôtelier, etc., les centres de formation. Bon, bref, la compagnie aérienne, bien entendu, elle n'est pas véritablement assise parce qu'on ne peut pas développer le tourisme sans ces deux leviers. Il faut une compagnie aérienne solide, mais également, il faut un pouvoir d'achat qui permet aux nationaux et aux locaux de pouvoir faire du tourisme interne. Alors, une compagnie aérienne, quand on parlait de compagnie aérienne, avec ce qui se passe aujourd'hui avec notre compagnie nationale, quand même, il y a... C'est la catastrophe. Bon, il y a à dire, hein, franchement, on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors, moi, je sais que du temps du président Abdoulaye Wade, moi, je connaissais bien un peu... bon, je connais très bien le président Wade. Par plusieurs fois, nous sommes assis plus d'une fois pour parler de beaucoup de choses. Et à l'époque, j'ai aussi travaillé avec Thierno Lo à l'époque. Et même son directeur qui était à l'époque chargé de... C'était le directeur, je crois, de l'agence sénégalaise du tourisme. De promotion touristique également. On a fait des choses ensemble. C'est Oui, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Et c'est Malik Mbaye qui était le directeur de l'agence nationale. Et aussi, à ce moment-là, moi j'étais le conseiller technique. Ah oui. J'étais le conseiller technique de Thierno Lo, mais également le conseiller technique du président du conseil d'administration de l'agence sénégalaise de promotion et du directeur général. Exact. Ouais. Et puis aussi, ça a été à mon avis quelque chose d'extraordinaire d'avoir créé ce qu'on appelle le monument de la Renaissance africaine. Absolument. Nous connaissons la vision panafricaniste du président Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, si vous allez au monument de la Renaissance africaine, vous voyez un peu... Absolument, je vous dis, c'est lui qui a jeté les bases. Ce qu'il y a comme infrastructure. Voilà, c'est lui qui a jeté les bases. Exactement. Mais il n'a pas pu corriger de partout, justement, des touristes qui viennent. Il n'y a pas un seul touriste qui vient de l'étranger sans qu'il n'ait visité le monument de la Renaissance africaine. C'est un symbole. Ouais. Et moi, j'en sais quelque chose, puisque quand il a installé le monument de la Renaissance africaine, lui-même m'avait non seulement invité, m'avait demandé à l'époque de travailler avec le défunt Abdelkader Fall, oui, qui est un ami, tout à fait, avec qui j'ai beaucoup travaillé autour du monument de la Renaissance africaine. Et nous en avions des projets extraordinaires. Tout à fait, l'ambassadeur. L'ambassadeur, voilà. Nous avions des projets extraordinaires. Et j'ai eu la chance, de participer à la promotion justement de ce monument de la Renaissance africaine.
Et d'où l'hymne de la Renaissance africaine qu'il a créé lui, et il m'a demandé de poser ma voix là-dessus. Et le jour de l'inauguration du monument de la Renaissance africaine, il m'avait demandé d'être là pour assurer la mise, la maîtrise de cérémonie avec Seba Lamine Traoré. Et c'est là où on a posé justement sur 3 langues, devant parterre, sorte de parterre de chefs d'État, une vingtaine de chefs d'État qui étaient là. Je chantais sur toutes les langues l'hymne de la Renaissance africaine. Tout à fait. En arabe, en français, en wolof et en anglais. Et nous l'avions réussi. Dieu merci. Ça, c'était une vision panafricaniste d'Abdoulaye Wade. Et ça profitait au tourisme national. Tout à fait. Et jusqu'aujourd'hui, on reçoit encore des touristes chaque jour que Dieu fait. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, nous arrivons au terme, n'est-ce pas, de notre émission. Et je pense que nous aurons l'occasion de parler d'autres choses du tourisme. Et même pourquoi pas de la littérature, puisque vous êtes un homme de lettres. Tout à fait, avec plaisir. Mais vous remercier, justement, et avec toute l'équipe, justement, de Baba Audiovisuel. Et tu as vu, nous avons que des jeunes, là. Ouais. Des jeunes, justement, qui sont passionnés par l'audiovisuel. Tout à fait. Qui viennent vous écouter, vous accompagner, sachant qu'ils vont tirer le maximum de connaissances de ce que vous avez déployé justement tout à l'heure là. Oui, je vous remercie, je salue et je remercie l'équipe technique, les spectateurs, les auditeurs de Baobab Audiovisuel justement, et vous également pour la générosité, la gentillesse de m'avoir invité sur ce plateau Baobab Audiovisuel pour parler à la fois du tourisme, mais également mon parcours. Je remercie le bon Dieu, je remercie mes parents, je remercie tout le Sénégal d'avoir participé justement à ma formation, parce que ceux qui vous critiquent, ceux qui vous écoutent et ceux qui vous demandent toujours des informations ou des conseils participent également, n'est-ce pas, à votre formation. Et merci beaucoup, merci beaucoup. Alors nous allons donner rendez-vous à tous les téléspectateurs très prochainement, dans les prochains jours. Nous allons parler d'autres choses. Inch'Allah. Puisque vous êtes, je crois, le fondateur, le créateur, en tout cas l'inspirateur du African Tourism Board. Voilà. Et membre également du comité national de Miss Sénégal Nouvelle Vision. Tout à fait. Alors nous aurons l'occasion d'en parler avec madame la présidente Amina Badiane, ici même sur le plateau de Baobab Audiovisuel. C'était avec le professeur, l'universitaire, le héros mondial du tourisme, Fawzodem. Merci.